Salam, bonjour, content d'être en votre présence. Aujourd'hui, je continue la série de vidéos concernant aiguiser les facultés de contrôle, une méthode d'apprentissage pour apprendre à se contrôler et dont le but, finalement, c'est de ne plus avoir de souffrance et donc de s'éveiller. Donc bonjour, je me présente, je suis Mathieu, je suis quelqu'un qui est passé de la souffrance au bonheur, qui a cœur d'aider son prochain. Donc dans cette vidéo, aiguiser les facultés de contrôle, du maître Sayadaw Ashin Kundala Bhivamsa, donc un maître birman de la tradition Theravada. Je vous expose le contenu de cet ouvrage, en fait, qui est celui-ci, qui rapporte en fait une discussion que ce maître a eue en 92 avec ses élèves par rapport à la méditation et comment développer les facultés de contrôle. Donc jusqu'à présent, nous avons vu l'introduction. Cette fois-ci, c'est le premier chapitre de ce livre, et dont on va commencer à voir, en fait, donc après avoir vu les 5 indriyas, donc les 5 facultés de contrôle, à cela se rajoutent 9 renforcements pour ces 5 indriyas. Et donc dans cette partie-ci, on va voir le premier facteur de renforcement des indriyas. Donc, les indriyas étant les facultés de contrôle. Voilà, donc je vais commencer à lire et puis au fur et à mesure je commente. Donc comptez environ une vingtaine de minutes pour cette vidéo, histoire que vous sachiez le temps que va prendre cette vidéo et puis ainsi de vous mettre dans les dispositions correctes et justes pour cela. Voilà, donc je commence. Je vais vous expliquer maintenant en quoi consiste le premier des 9 facteurs de renforcement des indriyas ou facultés de contrôle. Diriger l'attention vers la cessation. Upanupananam sankaranam kyayameva passati. On peut dire de façon très résumée que dans le santana de cet auditoire, il n'y a qu'un continuum de phénomènes physiques et mentaux, apparaissant et disparaissant, à la grande vitesse. Il n'y a en vous que Nama Dhamma et Rupa Dhamma, rien d'autre. Donc Nama Dhamma et Rupa Dhamma, ce sont les phénomènes physiques et mentaux. Nama Dhamma, c'est mental, phénomène mental, et Rupa Dhamma, phénomène physique. Une des causes pour le renforcement des facultés de contrôle et donc de progrès dans le Dhamma, donc les Dhammas c'est les enseignements, consiste à diriger son attention pendant la méditation vers la cessation des phénomènes. Donc, en gros, pendant que l'on médite, on dirige notre attention sur la cessation des phénomènes. Donc, on observe un phénomène en nous et on voit que ça va être dans un but de cesser qu'on observe ce phénomène. Donc on dirige notre attention vers la cessation du phénomène. Donc la maxime du maître, c'est de Nama et Rupa, notons les disparitions. Lorsqu'on demande de diriger l'attention vers la disparition extrêmement rapide de Nama et de Rupa, qui se manifestent à chaque instant en soi, il ne s'agit pas de noter de façon abstraite en imaginant ou en visualisant la cessation sans l'avoir vraiment expérimentée. Ce n'est pas la façon correcte de procéder. Cela n'aura pour effet que de retarder votre progrès. Vous devez noter comme vous avez l'habitude de le faire. Donc, je le dis, on n'a pas encore abordé ce point, mais lui, c'est familier, donc moi je le sais, donc je le dis aussi. Donc en fait, on observe, par exemple, quand il y a une pensée, on observe pensée, et on note pensée. Et c'est une manière justement de noter chaque fois que ça se manifeste. Donc là, il va donner aussi des exemples. Donc, comme vous avez l'habitude de faire soulèvement, abaissement, ça c'est au niveau du ventre, quand vous respirez, donc il y a le soulèvement du ventre, et puis il y a l'abaissement du ventre. Vous voyez, ça monte, ça descend. On soulève, quand on inspire, on soulève, et quand on expire, on abaisse. Donc à chaque fois que l'on soulève et qu'on abaisse, on note soulèvement, abaissement. C'est sûr que s'il n'y a pas les cours Vipassana pour ça, c'est un peu difficile de comprendre. Donc après, il dit aussi
assis, donc quand on est assis, ben, on note qu'on est assis. Toucher, quand on touche, donc on note toucher. Vous voyez, lever, donc quand on lève le pied par exemple, quand on lever, avancer quand on marche, on avance, vous voyez, abaisser le pied, etc. Et en même temps, vous dirigez votre attention vers la disparition des phénomènes. Vous observez et notez que le soulèvement disparaît juste après son apparition. Oui, donc l'idée c'est vraiment de détailler le mouvement. Bon, je ne vais pas commenter à chaque fois, je commenterai après. Vous notez ensuite abaissement. Est-ce le prolongement du mouvement précédent ou est-ce un nouveau phénomène? Il pose la question au yogi. C'est un nouveau phénomène, vénérable. Vous notez de nouveau soulèvement. Est-ce que le prolongement du mouvement précédent, est-ce que c'est le prolongement du mouvement précédent ou est-ce que c'est un nouveau phénomène? C'est un nouveau phénomène, vénérable. Oui, c'est à chaque fois un nouveau phénomène séparé du précédent. Vous notez ensuite abaissement et dirigez votre attention vers le fait que ce phénomène disparaît juste après avoir été observé et noté. C'est de cette façon que l'on dirige l'esprit vers l'aspect de cessation des phénomènes. Si vous prenez l'habitude de diriger votre esprit vers la cessation des phénomènes au moment où vous pratiquez, votre concentration va devenir très forte. Il y a une différence entre une méditation ordinaire et une méditation qui s'accompagne de cet effort particulier. Vous devez en effet maintenir votre esprit sur cet unique objet de façon très pénétrante et pendant un certain temps de façon à accumuler suffisamment de concentration. Petit à petit, samadhi, concentration, et gnana, connaissance, se renforcent et s'approfondissent, au point de rendre possible la vision directe de la dissolution. En réalité, le méditant ne peut réaliser la dissolution des phénomènes qu'à Banga Nana, le stade de la dissolution. Mais le fait de diriger fréquemment l'esprit vers la cessation des phénomènes aura pour l'effet d'équilibrer les 5 facultés et de les renforcer au point de rendre possible la réalisation de la dissolution avant d'avoir atteint le stade de Banga Nana. Certains yogis y arrivent dès le stade de Samasana Nana, même si ce n'est pas encore très clair. À l'entretien, ils expliquent qu'au moment où ils observent le soulèvement de l'abdomen, ils ont l'impression d'abandonner le mouvement à la fin. Ils voient que ce mouvement de soulèvement ne se font pas dans le mouvement d'abaissement, et que le mouvement d'abaissement ne se font pas non plus dans le mouvement de soulèvement suivant. Certains yogis voient un petit temps d'arrêt entre ces deux processus suivant la disparition et l'apparition du phénomène suivant. Ils demandent parfois si cet arrêt se produit vraiment. Mais en fait, il est inutile de poser cette question puisqu'ils ont vu de leurs propres yeux. Donc là, il y a une première partie concernant diriger son attention vers la disparition des phénomènes. Donc, quand on médite, au début, on a effectivement cette difficulté de synchroniser notre mouvement avec notre attention. Le mouvement se fait naturellement. Quoi qu'il en soit, le mouvement se fait naturellement. C'est d'ailleurs par le corps que le mouvement se fait de manière naturelle. Il suffit d'observer son souffle pour s'en rendre compte. Et c'est ce que fait le méditant. Quand il médite, il observe son souffle. Il voit l'observation donc du gonflement du ventre, puis du dégonflement du ventre, ou de l'élévation de la cage thoracique ou la descente de la cage thoracique. Et ce mouvement naturel que le corps effectue, en étant attentif à lui-même, le méditant voit cela. Là où c'est difficile à comprendre, c'est qu'en tant que méditant, au début, on a tendance à observer ce mouvement, mais à ne pas en être familier. D'un point de vue de l'attention, on n'est pas du tout familier même. Et pour peu qu'on n'ait jamais médité, on ne s'en rend même pas compte que ce mouvement se fait naturellement en nous. En fait, ce mouvement, il s'effectue naturellement en nous, sauf que par ignorance, on ne le sait pas. Donc en méditant, on en prend conscience, on observe ce mouvement, et c'est vrai que c'est difficile de rester attentif à ce mouvement, puisque ça demande et nécessite un certain entraînement pour y arriver. Et c'est pourquoi, quand on veut voir ce phénomène apparaître du souffle, puis disparaître, l'attention à ce mouvement s'aiguise petit à petit. Et s'aiguisant, elle nous permet justement de mieux voir ce mouvement naturel et d'en être conscient. Parce que le but, effectivement, si on médite, c'est d'être conscient d'un phénomène qui se fait naturellement. Voilà.
Alors, quel est l'avantage de ça? C'est justement, une fois que l'on prend connaissance de ce mouvement naturel et qu'on en est conscient, on passe au stade d'inconscience, c'est-à-dire des mouvements naturels du corps, à la conscience des mouvements naturels du corps. Et c'est ce qui nous amène en fait une certaine conscience de soi, qui est en fait ce qu'on doit trouver quand on médite. Alors quand on médite, on va avoir un peu cette conscience de cela, peut-être pendant quelques secondes, le temps d'une ou deux observations du souffle, de la respiration. Mais l'idée, c'est vraiment, au bout d'un moment, d'être pleinement avec ce mouvement et ce continuellement. Voilà. Donc, pour que ce soit pas trop compliqué, on médite sur son coussin. Et puis, quand on a médité suffisamment sur son coussin, on peut après faire cette même travail d'attention dans la vie du quotidien. Mais avant de le faire dans la vie du quotidien, on va dire de manière fluide et continue, on doit s'entraîner sur le coussin. Bon, tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'on a besoin de diriger notre attention sur un mouvement naturel de l'inspiration et d'expiration et d'être attentif tout au long de ce processus. Donc on fait l'effort d'être attentif. En étant attentif, on voit donc un mouvement qui change de forme, c'est-à-dire quand on inspire, on voit que c'est un mouvement montant, qu'on inspire de l'air. Puis il y a un mouvement descendant, on expire. Et on observe aussi ce mouvement d'expiration, de descente. Et en étant attentif donc à une montée, donc à une inspiration, puis attentif à une descente, à une expiration, on développe notre attention à avoir un phénomène donc d'une certaine nature, donc montante dans le cas de l'inspiration, puis descendante dans le cas de l'expiration. Et c'est ça qu'on acquiert quand on médite, c'est-à-dire cette attention, avoir ce mouvement d'inspiration et d'expiration se faire en nous, avec effectivement cette possibilité de changer de sens. Et de cela, en fait, il y a du fait d'un changement ou d'un mouvement, une certaine sensation qui est plus qu'une sensation, après ça devient de la félicité. Voilà, bon, j'essaie de faire clair en mots très simples, mais c'est ce qui se passe au fond. Et le méditant, lorsqu'il médite, il est en mesure d'observer ça, pour peu qu'il se donne suffisamment d'attention et d'effort à observer ce mouvement qui est naturel, et dont, en prenant connaissance, il en voit sa nature, et dont ensuite, bien sûr, il profite du fond. Voilà. Donc il est dit que pour atteindre justement cette pleine continuité de la conscience, ça atteint que après le stade de dissolution, c'est-à-dire quand il n'y a plus d'interruption entre l'apparition et la disparition. Bon, il y a plusieurs stades, je vais les décrire petit à petit au fur et à mesure du bouquin, je pense qu'ils les ont mis là-dedans. Autrement, si c'est pas mis, je vous les dirai. Mais effectivement, c'est progressif. C'est vrai que tel que c'est présenté dans ce livre, on a l'impression qu'on a déjà sauté certaines étapes et qu'on en est déjà à expliquer comment on médite. Mais bon. Alors, c'est pas grave, c'est l'occasion pour moi d'introduire justement certaines notions. Donc je reprends. Lorsque la concentration, samadhi, et la vision pénétrante, nana, atteignent un niveau relativement profond, le méditant est en mesure de voir qu'il n'y a pas de continuité entre le soulèvement et l'abaissement. Il est capable de sentir l'espace entre ces deux processus. Le mouvement de soulèvement est interrompu, ils ne se font pas dans le mouvement d'abaissement. Le mouvement d'abaissement est interrompu, ils ne se font pas dans le mouvement de soulèvement suivant. Le méditant est capable de voir l'espace. Il peut voir que le mouvement de soulèvement semble interrompu lorsqu'il arrive à sa fin, qu'il n'est pas immédiatement suivi par le mouvement d'abaissement. Il voit qu'à sa fin, le mouvement d'abaissement semble également interrompu, qu'il ne se prolonge pas par le mouvement de soulèvement. Mais cette réalisation est assez floue étant donné que Nana n'est pas encore mûr. Lorsqu'il pratique la marche et qu'il note lever, avancer, baisser, le méditant peut également constater que le mouvement d'élévation du pied ne se fond pas dans le mouvement d'avancement du pied. Ce mouvement d'élévation reste à l'arrière comme une ombre. De même, le mouvement d'avancement du pied ne se fond pas dans le mouvement d'abaissement. Il reste à l'arrière comme une ombre.
Le mouvement d'abaissement du pied ne se fond pas non plus dans le mouvement d'élévation suivant. Le méditant explique que tous ces mouvements se retrouvent chaque fois derrière lui comme une ombre. En réalité, il commence à entrevoir la cessation même s'il n'est pas encore en mesure de la percevoir de façon continue. Ce ne sera possible que lorsque ces 5 facultés seront devenues puissantes et qu'elles seront mises en équilibre. Pendant les intervalles où il ne perçoit pas la cessation, ce méditant doit continuer à noter de façon habituelle. Comme il ne perçoit pas clairement les cessations, et que, de plus, il ne les voit pas toutes, le yogi pourrait penser que les phénomènes ne s'arrêtent pas vraiment, que tout cela est le fruit de son imagination, et qu'il se laisse reprendre par l'illusion de continuité. Ce n'est pas la bonne attitude. Il doit se dire qu'il a commencé à voir la cessation, même si cette réalisation est modeste. Il doit continuer à diriger son attention vers la cessation des phénomènes dans le but de la percevoir plus clairement. Expérimenter la cessation. Donc avant de prendre le chapitre suivant, je fais un commentaire sur cette partie-là. Donc on est dans le cas d'un méditant qui a du mal à voir les mouvements concernant la cessation de ce mouvement. Donc, des fois, il voit le mouvement de soulèvement, mais il ne voit pas le mouvement d'abaissement. Ou alors, il voit le mouvement d'abaissement, mais il ne voit pas le mouvement de soulèvement suivant. Donc il est face à une situation en fait où il note, mais il n'est pas conscient que le mouvement s'est terminé et qu'un autre commence. Et donc il pourrait avoir l'impression qu'en fait c'est son imagination qui lui joue des tours. La raison, c'est qu'il n'est pas attentif au mouvement effectué par son corps. Et ça l'entraîne dans cette fabulation. Donc je poursuis. Expérimenter la cessation. À force d'observer et de noter ainsi, samadhi et concentration et nana, la vision pénétrante, deviennent fortes et pénétrantes et le méditant va bientôt atteindre Bhanganana, le stade de la dissolution. Il assistera alors au spectacle de la dissolution, comme s'il le voyait de ses propres yeux. Lorsqu'il observera et notera soulèvement, il verra ce mouvement de soulèvement disparaître furtivement. Lorsqu'il observera et notera abaissement, il sera en mesure de percevoir la disparition furtive de ce mouvement. Au moment où il réalise le stade de connaissance appelé Bhanganana, le yogi détient ce que l'on appelle Balavant Vipassana, un Vipassana fort et puissant. Les formes extérieures auront disparu. La forme extérieure de l'abdomen sera devenue floue. Seuls les mouvements seront clairs et distincts. Le yogi ne voit que la nature des phénomènes. Lorsqu'il notera le mouvement de l'abdomen, le méditant assistera à la disparition furtive des multiples sensations d'expansion et de pression. Lorsqu'il notera abaissement de son abdomen, il expérimentera de petits mouvements d'abaissement
et des vibrations qu'il verra disparaître furtivement. Tout cela sera très clair. Lorsqu'il notera le mouvement d'élévation du pied pendant la marche, il verra très clairement disparaître une succession de petits mouvements vers le haut. Lorsqu'il notera le mouvement d'avancement, il verra très clairement la disparition successive des petits mouvements vers l'avant. Et lorsqu'il notera le mouvement vers le bas, il verra très clairement disparaître successivement les petits mouvements d'abaissement du pied. Il verra tout cela très clairement comme s'il les voyait de ses propres yeux. S'il poursuit sa pratique et qu'il continue à observer et à noter, samadhi et gnana vont encore se développer, devenir forts et pénétrants. Et il pourra voir que c'est non seulement l'objet matériel qui disparaît instantanément, mais également la conscience de cet objet. Lorsqu'il notera le mouvement de soulèvement, il verra que la disparition furtive de ce mouvement est immédiatement suivie de la disparition furtive de la conscience de ce mouvement. Lorsqu'il notera que le mouvement d'abaissement de l'abdomen il verra que la disparition furtive de ce mouvement est immédiatement suivie de la disparition furtive de la conscience de ce mouvement. Voyez clairement que ces phénomènes sont impermanents. Le phénomène matériel, rupa, dhamma, c'est-à-dire les mouvements de soulèvement et d'abaissement, nama, dhamma, le phénomène mental, c'est-à-dire l'esprit qui observe et note. Oui, vous voyez cela, vous en êtes conscient. Impermanence Impermanence est un mot français. Que dit-on en pali? Anicca, vénérable. Oui, c'est anicca. Depuis votre enfance, vous entendez parler de anicca par vos parents, par vos professeurs. Vous êtes maintenant en mesure d'expérimenter dans vos propres khandha. N'est-ce pas merveilleux? Vous avez réalisé anicca au sens le plus profond. Vous avez pu le faire, c'est parce que vous avez dirigé votre esprit vers l'aspect de cessation de la matière et de l'esprit. Alors on voit très clairement qu'il s'adresse à un public qui est déjà un peu avancé et que ce n'est pas forcément notre cas actuellement. Donc ne prenez pas peur, ne fuyez pas, ne vous en allez pas. C'est juste que voilà, c'est pas notre cas actuel. Hein. Enfin, en tout cas, pour moi c'est difficile de dire que c'est le cas, surtout que je suis devant une caméra donc je ne vois même pas ceux qui sont derrière. Donc encore une raison de plus pour dire que c'est pas votre cas. Si c'est votre cas, bon bah je serais gré de vous laisser penser ce que vous pensez, hein, puisque il en va de la parole juste, n'est-ce pas? Et donc je suis très prudent là-dessus, justement, j'évite de dire des choses qui, à mon sens, pourraient ne pas coller à la réalité. Donc j'essaye de rester neutre dans cette lecture, juste histoire que voilà, il n'y ait pas de confusion ni de problème, et puis qu'on sache dans quelle direction aller. Donc je continue un petit peu la lecture et puis je commente. Les commentateurs comprennent mieux que quiconque ce que veut le Bouddha. Les explications qu'ils donnent sont basées sur les écritures pali. Leurs paroles étant exactement celles du Bouddha, ne devrions-nous pas les écouter? Oui, vénérable, nous devrions les écouter. Et c'est de la même chose pour la marche qu'on observe et note lever, avancer, baisser. Au moment où il note le mouvement d'élévation, le méditant pourra voir non seulement la disparition du mouvement, mais également la disparition de la conscience de ce mouvement. Lorsqu'il notera le mouvement d'avancement du pied, il verra la disparition du mouvement du pied et également la disparition de la conscience du mouvement du pied. Et lorsqu'il notera le mouvement d'abaissement du pied, il verra non seulement la disparition du mouvement du pied, mais également la disparition de la conscience du mouvement du pied. À voir toutes ces cessations, n'aurez-vous pas la certitude que ces mouvements d'élévation, d'avancement et d'abaissement du pied, tous ces rupa dhamma sont impermanents? Que l'esprit qui observe et note l'est également? Oui, vénérable. Vous aurez réalisé par vous-même l'impermanence. Impermanence est le mot français. Que dit-on en pali? Anicca, vénérable. Donc, je fais un premier arrêt dans ce texte. Là, on vient de voir un morceau assez important de ce texte. Hein. C'est l'expérimentation de la cessation. Donc, grosso modo, le problème qu'on a donc, au début, c'est que
on a du mal à noter et à observer cette cessation en fait, du mouvement quand il s'effectue. Simplement observer, quand vous inspirez, il y a un premier mouvement, un mouvement d'arrêt et puis une expiration. Donc il y a trois stades dans la respiration. Et puis c'est ainsi que ça reprend, inspire, expire. On pourrait même dire 4 parce qu'il y a un petit moment d'arrêt aussi avant de reprendre une inspiration. Donc en observant, on est en mesure justement de voir ce mouvement qui est décomposé en 4 étapes au niveau du souffle par exemple. Et le fait de noter, donc mentalement, si c'est l'inspire, on note inspire. Si c'est fin de l'inspire, on peut noter fin de l'inspire. Et puis expire et fin de l'expire. Voilà, 4 notations. Et que ce soit au niveau du corps ou de l'esprit, que ce soit un mouvement naturel ou un mouvement de notation, il nous est pour nous difficile de synchroniser les deux et d'être attentif entre le corps et l'esprit. Des fois, c'est le corps qui va bouger naturellement et l'esprit qui ne va pas suivre. Ou alors, c'est l'esprit qui va vouloir noter et le corps qui va bouger à un moment où l'esprit note pas forcément correctement. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à synchroniser entre ce que l'on observe de ce mouvement naturel et cette conscience qui vient trouver en fait le mouvement naturel. Et nous, à ce moment-là, on est témoin de cette alchimie, d'être juste entre ah oui, j'observe mon mouvement d'inspire, je vois que ma conscience est bien alignée, donc elle est bien présente à ce mouvement, donc je suis bien attentif, je peux noter inspire, et puis expire, et voilà. Et c'est comme ça que petit à petit j'arrive à être observateur de ce mouvement naturel, donc d'être conscient de ce mouvement qui m'anime. Donc ça c'est par rapport justement au problème qu'on peut avoir de synchroniser notre attention dans ce processus et la cessation en fait du mouvement, c'est en fait comprendre que à chaque mouvement il y a des phases et que quand on reste accroché à une phase, et par exemple on est en train de noter inspire et puis on est déjà en train d'expirer mais on reste encore avec l'idée que c'est l'inspire. Ça, c'est du fait justement d'être pas suffisamment familier à l'attention. Donc justement, l'idée, c'est dans cette phase de cessation, c'est bien d'identifier la fin de l'inspire pour justement bien voir le début de l'expire. Et c'est comme ça qu'à force de s'y entraîner, ça demande de s'entraîner bien sûr, on s'entraîne. À force de s'entraîner à l'observation du mouvement naturel du souffle, et on est en mesure de développer notre attention et de voir l'apparition donc du souffle jusqu'à sa disparition, puis de l'inspiration, pardon, et de l'expiration, on voit le début de l'expiration jusqu'à la fin de l'expiration. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'arriver à observer depuis le début de l'inspire jusqu'à la fin de l'inspire, puis d'observer le début de l'expire jusqu'à la fin de l'expire, afin de développer donc notre attention au mouvement naturel de la respiration, qui est composé de l'inspire et de l'expire. Et donc, en étant attentif au mouvement d'inspire depuis le début jusqu'à la fin, et du mouvement d'expire du début jusqu'à la fin, on est l'attentif. Donc voilà, c'est un point qui est relativement important à comprendre et dont il est très judicieux de mettre en pratique ce conseil. Pourquoi ? Parce que ce conseil, s'il est mis en pratique, il va vous apporter le bénéfice, si vous mettez en pratique ce conseil, de développer votre attention et d'être finalement l'attentif. Ce qui a pour but finalement de vous élever, de vous éveiller et de vous mettre dans une condition dans laquelle vous êtes pleinement heureux, pleinement joyeux. Pourquoi ? Parce que vous cessez d'être dans l'ignorance et vous rejoignez la conscience. Voilà, tout simplement. Donc bien sûr, ici tu as un deuxième exemple par rapport à la marche, qui est un deuxième domaine dans lequel on peut appliquer l'attention. C'est au niveau de la montée du pied, l'avance du pied, la descente du pied. Donc pareil, être attentif au début de la montée du pied jusqu'à la fin de la montée du pied, du début de l'avancée du pied jusqu'à la fin de l'avancée du pied, puis le début de la descente du pied jusqu'à la fin de la descente du pied. Et
observant ce mouvement se faire, on développe notre attention, et ce, progressivement, jusqu'à un moment donné, où on passe de périodes interrompues dans notre attention à des périodes ininterrompues de notre attention. Et ainsi, on pourra après passer à la concentration, c'est-à-dire à maintenir une attention continue tout au long du mouvement. Donc, dernier point concernant non, en fait non, ça va aller, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc on vient de voir en résumé donc, que dans cette phase, donc, ce qu'on appelle la cessation, de porter notre attention à la cessation du mouvement, je dirais même plus, avant de porter notre attention à la cessation du mouvement, il est bon donc d'observer son mouvement dans son ampleur, c'est-à-dire de son début jusqu'à sa fin. Et ça, c'est ce qu'on appelle développer l'attention. On fait des efforts pour développer notre attention. Donc, les Indriyas sont là pour ça. Au début, on a la foi dans l'enseignement, donc ça, c'est ce que je vous partage. Ensuite, l'effort que l'on fait, c'est on met en pratique l'instruction qui est justement de prendre conscience qu'on doit être attentif à nos mouvements d'apparition puis de disparition, que ce soit à l'inspiration ou à l'expiration, donc le mouvement du souffle, ou au niveau de la marche, c'est-à-dire à l'avancée du pied, à l'avance du pied et à la descente du pied. Et ainsi, développer cette attention nous permet justement, après les efforts fournis à être attentif de mieux en mieux, de développer cette attention à soi, et ainsi d'être attentif ou l'attentif vis-à-vis des mouvements naturels du corps, et dont on serait bien mal à l'aise si on ne faisait pas ces efforts, puisque si on ne fait pas ces efforts, on est encore l'inconscient, alors que si on fait ces efforts, on est le conscient. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une bonne journée. Puissiez-vous être heureux en ce monde et après, puissiez-vous pratiquer l'attention à vos mouvements naturels du corps, à voir leur apparition puis leur disparition, à développer cette attention. Et puis, je vous invite à partager en commentaire vos expériences, ressentis, interrogations, bref, ce qui vous anime actuellement concernant la méditation Vipassana et plus particulièrement l'attention à l'observation d'un mouvement du corps, que ce soit au niveau du souffle ou au niveau de la marche. Et puis, je vous invite à éventuellement voir la prochaine vidéo qui sera sur, toujours par rapport à développer les facultés de contrôle, dans d'autres domaines, comme par exemple connaître ce que c'est que dukkha, donc la souffrance, plus que connaître, expérimenter. Et pareil pour anatta, donc quelque chose qui est à développer aussi, c'est-à-dire expérimenter anatta, c'est le non-soi, c'est-à-dire que les phénomènes ne sont pas nous. Je ne rentre pas trop dans les détails. Voilà, puissiez-vous passer une bonne journée aujourd'hui, et puis à bientôt. Bonne journée.